Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Pourquoi le niveau des élèves en orthographe continue-t-il de baisser année après année, enquête après enquête? C'est la douche froide. Le niveau des CM2 baisse, dégringole même. La dernière étude du ministère de l'Éducation nationale montre que le nombre moyen d'erreurs sur une même dictée a doublé en 34 ans. Le gouvernement devrait faire des annonces début 2023, en début d'année, là, pour améliorer l'apprentissage du français. On va tenter, avec notre invité, d'expliquer les raisons de cette baisse que les experts considère aujourd'hui comme structurelle. Muriel Gilbert, spécialiste de la langue française, auteur des 99 fautes que tout le monde fait ou encore de bonbons sur la langue, est notre invitée dans Smart Éducation. Bonjour Muriel Gilbert. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple, on va faire le constat avec vous. Est-ce qu'on arrive à un stade de non-retour concernant le niveau d'orthographe des élèves français? Est-ce que le constat est si alarmant que ça? Le constat est sûrement alarmant. Maintenant, non-retour, quand même, le mot est fort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ouais. Dirait ma grand-mère, si vous voulez. Donc, il suffit de le vouloir, je pense. Enfin, je pense que, y compris dans certaines grandes écoles, on en a parlé un tout petit peu hors antenne de tout à l'heure, le niveau d'orthographe n'est plus du tout mis en valeur. Donc, on voit que c'est une question de priorité. Il y a 40 ans, on faisait une dictée par jour à l'école. Ce n'est plus le cas. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, je ne suis pas, c'est pas ma spécialité, ça, la pédagogie, mais c'est une question de priorité de société. On veut que nos enfants parlent anglais, parlent espagnol, soient bons en, je sais pas, connaissent l'art, soient de grands artistes, oui, que soient de bons sportifs. On veut qu'ils sachent tout faire, nos enfants. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, en tout cas. Voilà. Les conséquences. C'est une sorte de priorité. C'est une question de priorité. Si on a envie, et je pense qu'effectivement, on a quand même atteint un stade où il faudrait qu'on fasse remonter un tout petit peu la priorité orthographe, voilà. Mais on n'atteindra peut-être pas le niveau qu'il y avait il y a quelques années, parce qu'on veut que nos enfants sachent faire plein d'autres choses. Les tests d'orthographe, c'est donc réaliser une dictée. Sur la même dictée, le nombre de fautes a doublé en 34 ans. Donc calculer le nombre d'erreurs commises par les élèves, c'est un bon indicateur de leur niveau d'orthographe. Oui, c'est comme ça qu'on fait, c'est simple. Je ne vois pas d'autre façon de faire, effectivement. Maintenant, on pourrait calculer d'une façon, alors si on veut aller dans le positif, dans l'éducation positive, on pourrait peut-être calculer le nombre d'erreurs qu'ils ne font pas. Le nombre de... Ça reviendrait au même, bien sûr, mais quand il s'agit de leur transmettre l'information, leur dire tous les mots qu'ils ont eu juste. Parce que la langue française, c'est vrai que son orthographe est compliquée, et elle est compliquée parce que quand même, à une époque, on l'a décidé qu'elle serait compliquée, cette langue. C'est quand même, ça part d'une décision qui date du XVIIe siècle, de la création de l'Académie française. À un moment, on a décidé que la langue allait s'écrire davantage suivant son étymologie latine que selon la façon de la prononcer. C'est une décision inverse qui a été prise en Espagne et en Italie, par exemple, où les intellectuels de l'époque ont décidé que la langue devait être le plus proche possible, la graphie devait être le plus proche possible de la façon de prononcer. En français, nos académiciens de l'époque se sont un peu empoignés, d'ailleurs entre eux, ils n'étaient pas tous d'accord, mais ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont décidé que notre langue devait montrer au maximum ses racines latines. C'est pour ça qu'on écrit doigt, un doigt, D-O-I-G-T. Pas du tout comme ça se prononce. Alors qu'à une époque, ça s'est écrit D-O-I, tout simplement. Mais à un moment, on s'est dit, il faut remontrer le digitus latin. Et puis ainsi, ça permettra, et ça a été dit tel que, de différencier les personnes sans éducation des hommes éduqués. Alors, je ne vous dis pas la phrase exacte, mais des hommes éduqués et des simples femmes, même, qui n'étaient pas, puisque les femmes, on ne leur enseignait pas le latin. Non, mais vous parlez justement des hommes et des femmes. On dit que les filles sont meilleures en orthographe. Ça, vous le constatez, vous ? Non, moi dans ma pratique, alors c'est vrai que moi je travaille plus avec des adultes, je ne vois pas particulièrement de différence entre les hommes et les femmes. Bon, donc un focus un peu moins important à l'école aujourd'hui sur cette question de l'orthographe. Il y a des méthodes privilégiées aujourd'hui par l'éducation nationale, on ne va pas rentrer dans le détail, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui pour faire remonter le niveau de ces élèves français? Est-ce qu'on change de méthode? Est-ce qu'on rajoute des heures de cours dédiés à l'apprentissage du français, de l'orthographe? Qu'est-ce qu'il faut faire, Muriel Gilbert, aujourd'hui?
Alors, je ne suis pas pédagogue, donc je ne peux parler que de ma place. Moi, je suis correctrice, donc c'est vrai que j'interviens à un niveau... j'interviens. D'ailleurs, si les gens ne faisaient aucune faute, précisons que j'aurais plus de travail. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Faire quelques fautes, c'est normal. C'est pour ça que les correcteurs comme moi ont toujours existé. Il y en avait même à l'époque des Égyptiens. On voit des traces de correction sur les hiéroglyphes. Donc voilà, faire quelques fautes, c'est normal. Aujourd'hui, on en fait beaucoup, donc c'est à ça qu'il faut remédier. Voilà. Comment remédier ? Je pense en étant davantage dans le plaisir que dans la punition, davantage dans le plaisir que dans la sanction. Montrer que, moi, ma façon de, par exemple, quand je fais ces bonbons sur la langue, donc les livres sur ces sujets-là, ou même les 99 fautes, j'essaye d'être toujours dans le ludique, et jamais, je ne me force pas, en tout cas, à épuiser un sujet. Je vais plutôt y entrer par plein de petits bouts, pour montrer que ça peut être rigolo, que c'est étonnant, qu'il y a quand même des trucs sur un certain nombre de choses. Par exemple, on ne sait jamais s'il faut un M ou deux M aux adverbes, apparemment, étonnamment, etc. Eh bien, si on entend le son A, sachez qu'il faut toujours deux M. Même si c'est un E qu'on écrit, comme dans intelligemment. Intelligemment, c'est s'écrit avec un E, parce que intelligent s'écrit avec un E. Mais comme on entend le A, il faut deux M. Donc je donne un certain nombre de trucs comme ça, mais aussi, je vais pouvoir vous expliquer que, oui, les pluriels sont parfois compliqués. Chevaux, pourquoi est-ce que c'est chevaux ? Eh bien, à cause d'une erreur des scribes du Moyen-Âge. Parce que normalement, ça se disait chevals. Le pluriel de un, on disait un cheval, des chevals. Et puis, par toute une suite d'erreurs que j'explique, ce ALS est devenu AUX. Donc, je pense qu'on peut aussi expliquer ça. Donc, moi, j'explique ça plutôt aux adultes, mais en fait... Ça pourrait s'appliquer aux enfants. Ce genre de choses aux enfants leur redonne aussi... permet de montrer que oui, la langue est compliquée, mais est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. C'est une source d'intérêt, en fait. Voilà, de curiosité. Et l'important, c'est d'être curieux pour justement apprendre sans avoir l'impression de se donner du mal et d'apprendre. Vous nous avez donné deux exemples. Là, je rebondis sur votre livre, les 99 fautes que tout le monde fait. Quelles sont les fautes que tout le monde fait, justement, les principales ? Alors, on ne va pas faire les 99 ici ensemble, mais quelles sont les principales que vous remarquez assez régulièrement ? Évidemment qu'il y a le participe passé, qui est la bête noire de tous les Français. Quand même, c'est bien naturel. Elle est tellement compliquée, cette règle, enfin. Cette règle date d'ailleurs du poète officiel de François Ier, qui est allé chercher ça en Italie parce que c'était à la Renaissance, l'époque où l'Italie était à la mode, et donc cet accord avec le complément d'objet direct, s'il est placé avant, etc. Donc on peut se déculpabiliser, elle est véritablement compliquée, cette règle. Voilà, cette règle, donc ça, c'est effectivement ce qui génère le plus de fautes chez les Français. Et puis, le deuxième sujet compliqué, c'est les consonnes doubles en français, qui ont souvent... souvent sans queue ni tête. Et puis, on a parfois des homophones, donc, qui se prononcent de la même façon et qui s'écrivent différemment. Par exemple, je vois énormément la faute à balade. Balade avec un L ou avec deux L ? Les deux existent. C'est pour ça que les gens font la faute. Mais donc, se balader, se promener, c'est avec un seul L. La balade avec deux L, c'est un petit air, une musique. Donc, on peut peut-être se dire que la balade musicale, c'est comme deux L, nous fait voler. Voilà. J'essaye toujours de donner des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que les consonnes doubles, c'est aussi une prise de tête, en français. Puisque vous vous adressez aux adultes, on va parler de ça. Donc, ces lacunes accumulées, puisqu'on a l'impression en effet que le niveau qui est calculé en CM2, donc assez jeune, baisse ce niveau-là, ces lacunes, elles ne sont pas définitives. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, il est encore possible d'améliorer son niveau d'orthographe. Surtout en s'y intéressant. Et c'est vrai que je me rends compte, ça arrive assez souvent que des gens viennent me parler, me dire que... c'est ce qui me fait le plus plaisir, d'ailleurs, que le fait de m'écouter à la radio ou de lire mes livres a pu leur donner envie, les décomplexer, parce que c'est vraiment un truc que j'essaie de faire beaucoup. Je trouve que, de toute façon, quand on est complexé, on est coincé. Quand on est coincé, on ne peut plus apprendre. Donc, il faut vraiment... moi, j'essaye de donner le plaisir, de transmettre le plaisir que j'ai à pratiquer cette langue qui certes, est compliquée. Voilà. Et donc, on peut apprendre toujours. Et j'ai parlé souvent avec des gens qui, effectivement, m'ont dit qu'enfants, ils n'étaient pas très bons en orthographe, en français, et qu'ils avaient découvert... Alors, souvent, des gens, d'ailleurs, qui étaient plutôt bons en sciences. Ce n'est pas du tout des nuls. C'était des gens qui étaient bons dans autre chose. Et bien souvent, ils me disent qu'ils ont découvert le plaisir des mots, etc. Plus tardivement, peut-être en prenant un peu de maturité, tout comme d'autres qui étaient plus près des lettres peuvent devenir un peu plus scientifiques avec le temps. Pourquoi pas ? Je veux dire, notre cerveau... tant qu'on continue d'apprendre, on continue de vivre d'ailleurs. Mais pourquoi c'est important de bien écrire notre langue, de bien écrire le français ?
C'est important si on juge que c'est important après tout. Je veux dire, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on a décidé? Parce que bien écrire, c'est répondre à la norme qu'on a fixée à une époque. Hein. C'est-à-dire qu'avant la création de l'Académie française, il faut quand même savoir qu'il n'y avait pas d'orthographe, pas de dictionnaire, et que tout le monde pouvait écrire comme il le souhaitait. Alors il y en a un certain nombre qui doivent se dire, mince, je suis né quelques siècles trop tard. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a décidé de créer un dictionnaire? C'est pas pour embêter le monde. C'est parce que quand tout le monde écrit comme il le souhaite, alors il faut quand même savoir qu'on a des accents fort différents du nord au sud de la France, même si on parlait tous en français, ce qui n'était pas le cas en plus à l'époque forcément, mais quand tout le monde écrivait dans la même langue, les gens avaient des accents différents. Et ça donnait sur le papier des choses fort différentes parfois, et parfois incompréhensibles. Et donc l'idée, c'était d'avoir un code commun. Voilà, d'uniformiser. L'orthographe, c'est un code commun. On décide qu'on parle une même langue et donc qu'on l'écrit de la même façon pour pouvoir communiquer. Voilà pourquoi c'est important, c'est de ne pas trop s'écarter de ce code parce qu'autrement, on ne se comprend plus. Mais on n'en a pas besoin pour travailler dans le milieu professionnel Mais on en a besoin parce que c'est aussi une façon de se présenter, je dirais, à l'écrit. De même, c'est souvent un exemple que je donne. C'est pas très grave si vous faites une erreur dans un SMS que vous envoyez à un copain. Et d'ailleurs, j'ai rien contre le langage SMS qui est très créatif. Mais il faut savoir à qui on envoie des SMS. Pas à un employeur chez qui vous sollicitez un emploi, par exemple. Donc, tout est une question. On a plusieurs niveaux de langue, chacun à sa disposition. Je ne parle pas de la même façon quand je parle avec vous, là, à ce micro, que quand je mange une pizza avec des amis. Et puis, je parle encore d'une autre façon quand je parle à mon chien, d'ailleurs, ou à mon petit-fils, ou à quelqu'un d'autre. Voilà, on s'adapte à chaque fois. Mais c'est important d'avoir une langue l'important, c'est d'être universelle. capable d'avoir une langue qui correspond au canon un peu admis, parce que c'est aussi une façon de montrer qu'on est capable d'acquérir ça, qu'on est capable de bien se présenter. C'est un peu je vous dirais que c'est de la même façon, vous n'iriez pas à un entretien d'embauche en jogging. Vous allez y aller, même si le jogging est votre vêtement préféré. Le jour où vous avez envie de vous faire embaucher, vous allez vous habiller autrement pour vous présenter. C'est pour montrer que vous êtes capable de faire, ne pas être jugé sur ce goût qui, après tout, est personnel, le jogging. Donc on se décomplexe, hein, c'est une langue complexe, justement, qui évolue aussi beaucoup. Il faudrait peut-être juste l'apprendre un peu plus en s'amusant. Voilà, c'est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Exactement, c'est ça. C'est qu'il faut montrer qu'elle est amusante, que ces difficultés, elles viennent de quelque chose. Elles ont une histoire à chaque fois. Enfin, elles ont une origine, toutes ces difficultés. Et je pense qu'en donnant l'origine de ces difficultés, on les assimile petit à petit, voilà, avec le temps. Et plus on s'amuse, plus on retient. Merci beaucoup Muriel Gilbert d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, le plateau de Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes spécialiste de la langue française. Vous avez écrit les 99 fautes que tout le monde fait aux éditions Vibert. Vous avez également écrit Bonbons sur la langue ou encore Correctrice incorrigible. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite. Salut.